Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur C17. Bien, nous tenons déjà à vous souhaiter une très bonne année 2022 avec Antoine, celui qui m'accompagne sur chaque tournage. Et on vous emmène aujourd'hui découvrir la cathédrale Saint-Louis, qui a été construite à partir de 1742. C'est un monument emblématique qui abrite quelques secrets, notamment un orgue. Bonjour Philippe. Bonjour messieurs, bonjour à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Alors, je corrige tout de suite, elle n'abrite pas un orgue, elle abrite deux orgues. Deux orgues, oui, parce qu'il y en a deux au total dans la cathédrale. Voilà. Ici, vous avez le grand orgue que vous allez découvrir au niveau de sa vue et au niveau de sa sonorité. Et il y a également l'orgue de chœur qui servait à accompagner autrefois les offices du chapitre. Alors maintenant, l'orgue de chœur sert aussi tous les jours, puisque nous avons deux messes et deux offices de la liturgie des heures quotidiens, les laudes à 8 heures, première messe à 8h30, vêpres à 18 heures et messe à 18h30. Donc je suis aux commandes de l'orgue de chœur pour ces quatre offices quotidiens. D'accord. Eh ben donc ça fait quand même un sacré travail parce qu'il faut quand même voilà être là assez souvent, présent, mais ça reste aussi une passion avant tout. Alors c'est effectivement une passion, j'ai la chance d'en vivre. Voilà, ce qui est extraordinaire pour moi, je n'en ai pas toujours vécu, mais c'était vraiment un appel et une soif depuis mon plus jeune âge. Voilà, donc je m'estime honnêtement privilégié, parce que en dehors de mes fonctions d'organiste, je suis aussi le sacristain de cette cathédrale. Donc je suis un peu entre guillemets l'homme à tout faire. D'accord. Mais alors Philippe, concernant l'orgue, il date de quelle année exactement? Un peu près, parce que c'est parfois difficile d'estimer une date précise. Alors les dates sont très très précises. L'orgue de chœur est arrivé d'abord en 1862 avec la construction des stalles et de la tribune des chantres qui lui fait vis-à-vis. Si vous avez l'occasion effectivement de montrer ça tout à l'heure dans votre reportage, voilà, vous verrez que l'orgue est d'un côté dans le chœur et la tribune des chantres est de l'autre. Donc les deux se répondaient. L'orgue de chœur est donc arrivé en 1862. Et ici, il y avait déjà un grand orgue de tribune, mais qui était beaucoup trop petit par rapport au volume à remplir de cette cathédrale. D'accord. Et le chapitre et la fabrique étant manifestement très très satisfaits du facteur qui avait construit l'orgue de chœur, qui est donc monsieur Joseph Merclin, associé de son beau-frère Schutz. Là, donc le chapitre a commandé l'exécution d'un grand orgue par le même facteur. Donc cet orgue a été commandé 3 ans plus tard en 1865. Il est arrivé en 1867 et une petite particularité, c'est qu'on pensait réutiliser la façade de l'ancien instrument, chose qui ne s'est pas faite. Donc la façade que vous voyez pour orner l'avant de l'instrument, la façade est arrivée 2 ans plus tard. Donc il y avait une partie des jeux, la montre du grand orgue et la flûte du positif, une partie de ces jeux qui ne fonctionnaient pas dans leur totalité, puisque les tuyaux de façade, il y en a une grande partie qui parle. Et donc il y a une partie de cette façade qui appartient à la montre du grand orgue et une partie qui appartient à la flûte du positif. Puisque le positif que vous avez derrière vous ici, Oui. c'est un positif factice. C'est D'accord. uniquement pour orner. Orné. Un orgue, ça regroupe plusieurs corps de métier, en tout cas la fabrication, Beaucoup. beaucoup. Et c'est vrai, il y a les ébénistes, le menuisier, Oui. la sculpture aussi. La sculpture. Et il y a également le travail du bois, du Oui. fer, du cuir. Alors, quels sont le type de bois utilisé généralement pour un orgue, pour la Alors, fabrication d'un orgue? généralement, donc pour les tuyaux de bois, parce qu'il y a des tuyaux de Oui. bois à l'intérieur, pour les plus gros, donc on utilise du sapin. Voilà, si possible du premier choix sans nœud. Et après, pour le reste, ce qui est la partie principale, ce qu'on appelle les sommiers, qui est la partie maîtresse d'un orgue, parce que c'est elle qui reçoit toute la mécanique, les soupapes et les registres, et c'est elle aussi, cette partie-là, donc les sommiers, qui portent les tuyaux. Donc cette partie-là est effectivement aussi en chaîne premier choix. Alors, on va rentrer peut-être plus dans la partie technique. Comment marche un orgue, même si la question peut paraître assez générale. Alors la question est effectivement générale. Il me paraît difficile et très complexe, effectivement, en quelques minutes Oui. de ce reportage, pour vous expliquer les choses. Entre ce que, Dans les grandes lignes. dans les grandes lignes, entre ce que nous faisons, nous, instrumentistes, quand on appuie sur une touche, et jusqu'au tuyau qui parle. Donc il y a des orgues à transmission mécanique, comme celui-ci. Donc le fait d'appuyer sur une touche, c'est toute une série de vergettes de pilote et d'équerres qui transmet les mouvements jusqu'à la soupape. Il y a des orgues électriques. Donc nous avons un contact électrique sous la touche
et c'est un électroaimant qui tire la soupape à l'intérieur de l'orgue. Il y a des orgues à transmission pneumatique, des orgues à transmission électropneumatique. Voilà. Donc, mais ici, on va se borner ici sur cet instrument-là que vous découvrez, c'est à transmission mécanique. Donc, il y a également, vous voyez, la largeur des claviers. Et il y a une pièce aussi de bois qu'on appelle l'abrégé, parce qu'à l'intérieur, la tuyauterie est effectivement beaucoup plus large sur le clavier. Donc c'est aussi une façon de distribuer la mécanique de telle sorte à ce qu'elle rejoigne effectivement le tuyau qui va parler. Voilà. Donc c'est des mécaniques qui peuvent être très longues, des mécaniques dans certains instruments qui peuvent atteindre 10-15 mètres de long, entre l'exécutant et la soupape qui s'ouvre. Alors, des fois, la nature décide parce que au niveau de l'accordage, ça peut parfois être. Alors, c'est pas l'accordage, c'est l'accord. L'accord. Voilà. Alors, l'accord. Effectivement, un orgue s'accorde en principe 2 fois l'an. À la fin du printemps et à la fin de l'automne, quand les hygrométries et les températures sont à peu près stabilisées. Ici, dans cette cathédrale, aujourd'hui, lundi 3 janvier, cette cathédrale est très, très, très humide à l'heure actuelle. Nous avons des températures très douces, donc automatiquement très humides. Cet orgue, comme nous, souffre de l'humidité. Et pour ne rien vous cacher, ce clavier-là n'est plus jouable. Voilà, il coince tellement qu'il n'est plus jouable. Voilà, et il y a des jeux également, tellement tendus par le fait que le bois est terriblement gonflé, il y a des jeux qu'on ne peut plus jouer non plus. Donc, il y a 3 plans sonores, le clavier de positif, le clavier de grand orgue, le clavier de récit et le clavier de pédale. Donc, il n'y a plus que le clavier de pédale, le clavier de positif et de récit qui sont jouables à l'heure actuelle. Il faut bien se dire qu'un orgue, c'est strictement comme un corps humain. Vous n'aimez pas le chaud, vous n'aimez pas le froid, vous n'aimez pas les courants d'air, vous n'aimez pas la sécheresse, vous n'aimez pas l'humidité. C'est à l'homme de s'adapter. C'est à l'homme de s'adapter. Eh bien, un orgue souffre aussi de la même manière. Est-ce qu'on peut peut-être éventuellement avoir une petite démonstration Alors oui, je vais vous pour nos internautes. Les timbres les plus doux, donc parce que vous voyez ici, il y a des registres. Chaque registre, effectivement, renferme une sonorité qui fait toute la largeur du clavier qui lui est destinée. Il y a un bourdon d'huit ici, qui est sur ce clavier-là, donc qui n'est pas jouable à l'heure actuelle, et un autre bourdon d'huit ici. Chaque jeu dans un orgue est absolument unique. Même qu'il a le même nom, il n'a pas le même son. Parce que d'une part, son harmonie est différente, et deuxièmement, sa disposition géographique à l'intérieur de l'orgue est différente aussi. Ce que vous avez ici sur la façade, c'est qu'une toute petite partie de la tuyauterie, vous en avez un peu plus de 2000 à l'intérieur. Ce qui fait que c'est authentique, c'est pratiquement le seul instrument où on peut jouer des sonorités différentes aussi à la fois. Mais c'est exact. C'est non seulement il faut l'organiste, ça fait un musicien complet parce que non seulement on maîtrise le rythme, on maîtrise l'harmonie puisque c'est un instrument polyphonique, mais c'est un instrument à plusieurs timbres. Vous jouez d'un clavecin, il n'a qu'un timbre. Il n'a plusieurs sons, mais il n'a qu'un timbre. Vous jouez un piano, il y a plusieurs sons, il y a plusieurs notes, mais il n'a qu'un timbre. Alors qu'un orgue, il a plusieurs timbres. Et qui plus est, un orgue, vous n'êtes pas forcément obligé d'entendre l'octave que vous jouez. Puisque avec un 4 pieds, vous entendez l'octave au-dessus. Avec un 2 pieds, c'est encore l'octave au-dessus. J'aurais un 16 pieds, ça serait l'octave en dessous. J'aurais un 32 pieds, ça serait encore l'octave en dessous. Alors, ces chiffres-là correspondent à ce que je viens de dire, les pieds. Donc, c'est la hauteur du tuyau le plus grave en pied. Voilà. Donc, le tuyau le plus grave, celui-ci, mesure 8 pieds, c'est-à-dire un peu plus de 2 mètres. D'accord, par rapport à la hauteur. Voilà. Et donc, vous avez des tuyaux. Le tuyau le plus aigu, c'est celui-ci. Voilà. Donc, lui, il mesure 1,5 mm à peu près. Voilà. Et donc, pour vous montrer, j'avais sorti ces 2 exemples de tuyaux. Un orgue est composé de 2 familles de tuyaux. Les tuyaux, ce qu'on appelle des tuyaux à bouche. Vous avez le pied. L'air rentre par ici. Donc, au niveau de la pression et de la quantité, ça, c'est l'harmoniste qui décide. Donc, le pied, vous avez le corps. Donc, la partie vibratoire, c'est là que le son résonne. Ici, il y a la lèvre inférieure, la lèvre supérieure, le biseau. Entre la lèvre inférieure et supérieure, ça s'appelle la bouche. Et entre la lèvre inférieure et le biseau, ça s'appelle la lumière. Donc ces tuyaux-là fonctionnent sur le principe d'une flûte à bec qu'on vous met à l'école. Voilà. Et donc le son, voilà, c'est le principe de la flûte à bec. L'air va se briser ici et une partie va vibrer à l'intérieur.
Donc, c'est la taille du tuyau, effectivement, la forme du résonateur, la forme du corps, et puis également la qualité du métal qui est utilisé aussi. C'est quoi comme métal utilisé? Alors, c'est un alliage, pour la plupart des tuyaux, à plus forte ou moins proportion, c'est un alliage d'étain et de plomb. L'étain est là pour rigidifier le tuyau, parce que le plomb étant un métal malléable, il se tasserait tout de suite, le tuyau s'écraserait dans les quelques mois. Donc l'étain est là pour le rigidifier. Plus un tuyau est chargé en étain, plus le son sera aigre. Plus il est chargé en plomb, plus le son sera doux. Plus le corps sera gros, plus le son sera généreux. Plus le corps sera petit, plus le son sera aigre et acide. Voilà. Donc, et ici, le deuxième exemple, la deuxième famille que vous avez dans un orgue, c'est donc les tuyaux à hanches, la famille des hanches. Vous avez toujours le pied. Ici, vous avez la rigole, la languette, la rasette, le noyau et le résonateur. Et donc, c'est aussi la forme du résonateur, la qualité du métal qui définit le son, donc le timbre. Et ensuite, pour l'accord, on fait bouger ici la rasette, et c'est la longueur vibratoire de l'anche qui fait qu'on va accorder le tuyau. Voilà. Et ici, sur ces tuyaux-là, c'est la longueur du corps. Plus le corps sera long, plus le son sera grave. Plus on raccourcit le corps, plus le son sera aigu. C'est comme ça que l'on accorde les orgues. Une fois que l'harmoniste, c'est l'un des métiers qui constitue effectivement l'orgue, une fois que l'harmoniste est passé, donc a fait son égalisation et son harmonie, nous après, on accorde le tuyau uniquement pour qu'il soit à la bonne hauteur par rapport à ses congénères. Alors, est-ce que c'est possible de jouer un morceau? C'est vrai qu'on est pris par le temps aujourd'hui, mais promis, on reviendra revoir Philippe. Je vais juste vous faire entendre dans quelques timbres le timbre du bourdon que je vais accompagner avec ma pédale. Et je vais vous faire entendre le salitionnal. Je vous parlais du son aigre, et là vous entendez que c'est un son beaucoup plus... Nous en avons les frissons hein, sur ces 17 ce matin, ce début janvier. On vous propose une belle découverte. Merci Philippe, merci à vous pour ces explications. On va terminer en musique. Et on va terminer en musique, voilà, c'est le mot de la fin.